Salut à tous, c'est Ilyes. On se retrouve enfin aujourd'hui sur YouTube pour ce cours gratuit. Ce cours il va vous permettre de voir du coup comment j'explique, si vous arrivez à comprendre les cours de biophysique avec mes explications, si vous arrivez à répondre aux questions type avec, si les visuels vous plaisent. Aujourd'hui du coup pour montrer un peu tout ça, on va voir le cours d'acide-base et de solution tampon. J'ai écrit un parce qu'il y a aussi une partie cours de solution tampon que je ne traite pas aujourd'hui. Et j'ai choisi ce cours parce que c'est un cours qui est assez dense, il y a beaucoup de choses, beaucoup de formules, beaucoup de notions à lier entre elles. Je me suis dit que c'était un bon moyen pour vous de voir comment je me débrouillais dans ces situations-là. L'acide base, c'est quelque chose que vous avez déjà vu un peu au lycée, si vous aviez l'aspect physique-chimie. Mais on va revoir aujourd'hui, on va partir des bases pour aller vers le plus complexe, qui sont des choses que vous n'avez pas encore vues. Donc quand on parle d'acide base, on va parler de couple acide-base. Qu'est-ce qu'un couple acide-base? C'est le fait qu'un acide soit lié à une base. C'est un peu comme un couple, comme un mari et une femme. L'acide va toujours être lié à sa base. On appelle cette base sa base conjuguée. Et cet acide-là, c'est l'acide conjugué de cette base-là. Okay, et chaque couple acide-base, il va avoir ce qu'on appelle un pKa. Qu'est-ce qu'un pKa? Un pKa, c'est un peu comme la carte d'identité du couple acide-base. Okay, elle va nous indiquer la force de l'acide et de sa base conjuguée. Donc on va prendre ici comme un peu une frise. On a le pKa. Donc quand on a des acides qui ont un couple acide-base qui a une carte d'identité, donc un pKa, qui est inférieur à 0, donc inférieur ou égal à 0, et on va parler d'acide fort, et du coup sa base conjuguée. Donc si le mari est fort, sa femme va être faible en gros, si vous voulez retenir. Et si la femme est forte, le mari va être faible. Ok, donc on parle d'acide fort et de spectateur. C'est-à-dire que sa base, elle va être spectatrice. On va voir un exemple juste après. Et quand on parle de base forte, l'acide conjugué d'une base forte, ça va être un acide qui va être spectateur également. Et la plupart du temps, dans ce cours-là, on va parler d'acides et de bases qui ont un pKa qui est compris entre 0 et 14. Donc ce sont ni des couples acides forts spectateurs, ni des couples spectateurs base forte. Ok, ce sont des couples acides faibles, base faible. Donc on a un couple acide faible, base faible. J'ai pris un exemple ici. Si on a un couple acide-base, donc le couple acide 1, base 1, qui a un pKa de 2, ok, sur la ligne des pK, on a un pKa de 2, et bien ça va être un couple acide faible, base faible. Ok, cet acide-là est un acide faible, et sa base est une base faible. On n'a jamais d'acide faible et de base forte ensemble. Ok, on a dit que si on avait une base forte, l'acide allait être spectateur. Super. Un exemple d'acide fort, ça va être l'acide chlorhydrique, HCl. Ok, et un exemple de base forte, ça va être le le NaOH, donc la soude, NaOH. Et on va voir après comment reconnaître les différents couples, les différents acides forts et bases fortes. Parce que vous n'en avez pas beaucoup à retenir. Les seuls couples que vous avez à retenir, c'est les couples où l'eau est présente. Ok, donc le premier couple, ça va être quoi? Ça va être le couple H3O+, H2O. Ok, le premier élément d'un couple, c'est l'acide. Ok, ce qu'on voit avant le slash, dans les exos que vous verrez avant le slash, c'est l'acide. Et ce qu'il y a après le slash, c'est la base. Toujours acide-base. Donc ici, on a H3O+, donc c'est un acide que vous connaissez, c'est l'acide fort de base, et il est en couple avec H2O. Donc l'eau est la base conjuguée de H3O+. Et le pKa de ce couple est de 0. On a dit que un couple acide-base qui avait un pKa inférieur ou égal à 0, donc là ici il est égal à 0, et bien c'était un couple acide fort et spectateur. Donc H3O+, est un acide fort, et H2O est un spectateur. Le deuxième couple à retenir, c'est le deuxième couple dans lequel l'eau apparaît, mais ici elle apparaît non pas en tant que base, mais en tant qu'acide. Je vous ai dit que l'eau était spectatrice, donc elle ne va pas intervenir elle va pas provoquer un changement du pH. Ok, si on met que de l'eau, le pH sera neutre. On verra après, mon pH neutre c'est 7. Donc si ici l'eau est en tant qu'acide dans le couple, parce qu'elle est avant le slash, et ben sa base conjuguée, elle va être une base forte. Ok, donc H au-, ça va être une base forte. Et le pKa du couple, ça va bien avec le fait que H au- est une base forte, parce qu'il est de 14. Et on a dit qu'un couple dont le pK était supérieur ou égal à 14 était un couple spectateur base forte. Super. Maintenant, l'eau, elle a une petite particularité quand même. Elle est à la fois base dans un couple et acide dans un autre couple. On parle alors d'espèces qui dites ampholytes ou amphotères. Super. Ces petits rappels ici avec les logarithmes et les racines carrées, on va les voir juste après, ne vous inquiétez pas. Et les puissances aussi.
Ok. Donc maintenant, je vous ai parlé de ces deux couples-là. J'ai pris ces deux couples en exemple. J'ai dit que ce premier-là, c'était un couple acide faible, base faible, parce que le pKa était de 2, donc bien compris entre 0 et 14. Et le deuxième couple ici, acide 2, base 2, leur pKa est de 11, il est bien compris entre 0 et 14, donc c'est aussi un couple acide faible, base faible. Maintenant, plus le pKa d'un couple acide-base est bas, plus l'acide est fort, et plus la base est faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on compare ces deux acides ici, ces deux acides-là, on est d'accord qu'ils sont bien dans la rangée acide faible, donc ce sont des acides faibles les deux-là. Mais si on veut les comparer, si on veut savoir lequel est le plus fort de ces deux acides faibles, eh bien le plus fort des acides faibles, ça va être l'acide du couple qui a le pKa le plus petit. Parce que le pKa va se rapprocher des acides forts, justement. Donc l'acide 1, qui est dans un couple avec un pKa de 2, va être plus fort que l'acide 2, qui est dans un couple avec le pKa de 11. Mais attention, petite notion, petite subtilité, les deux, ça reste des acides faibles. Mais lui, c'est un acide faible plus fort que celui-là. Donc quand on relit la phrase, maintenant vous allez comprendre, plus le pKa d'un couple acide-base est bas, plus il est vers la gauche, plus l'acide est fort et plus la base est faible. Bah forcément. Parce que du coup, c'est l'inverse pour les bases. Plus le pKa du couple augmente, plus on se rapproche en gros des bases fortes, donc plus la base est forte. Mais quand on dit que cette base-là est plus forte que celle-là, ça ne veut pas dire que c'est une base forte. Ça reste une base faible, parce qu'une base faible, dans sa définition, c'est une base qui est dans un couple où le pKa est compris entre 0 et 14. Parfait. Et cette petite phrase-là, je l'expliquerai après. Mais si on est dans une solution où on a plusieurs acides et plusieurs bases, on sait qu'un acide va réagir avec une base, mais pour savoir lesquels vont réagir en premier, ça va être l'acide le plus fort qui va réagir avec la base la plus forte. Ok? Mais on le redétaillera après ça. Donc j'ai dit tout à l'heure que le pKa d'un couple, c'était la carte d'identité du couple acide-base, et qui nous indiquait la force de l'acide et de la base du couple. Comment on le trouve ce pKa? D'où est-ce qu'il sort? Comment est-ce qu'on a fait au début pour, avec tous les acides et toutes les bases, trouver le pKa? En gros, comment on a fait pour ranger les acides sur cette frise et les bases sur cette frise? Et bien en fait, le pKa, ça vient de Ka. Ka, c'est la constante d'acidité. Et comment on trouve cette constante d'acidité? Et ben on la trouve en faisant réagir un acide faible avec de l'eau. On appelle ça la réaction de dissociation d'un acide faible dans l'eau. Ok. Ok. Donc petite base pour expliquer, parce que du coup je parle de réaction. Une réaction acide-base, elle va toujours se faire entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple, acide-base. Ça veut dire qu'il faut deux couples pour pouvoir réaliser une réaction acido-basique. Ok, donc qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a pris tous les acides faibles de tous les couples acide-base et on les a fait réagir avec l'eau. On a observé comment ils réagissaient les uns, comment chaque acide réagissait avec l'eau, et en fonction de comment ils réagissaient avec l'eau, on les a classés. Ok. Donc cette réaction, c'est quoi? C'est l'acide faible du couple qu'on veut classer, qu'on veut placer sur cette frise. Ok. Donc l'acide faible de ce couple qu'on fait réagir avec l'eau, d'où le nom réaction de dissociation d'un acide faible dans l'eau. Super. Quand on fait réagir un acide avec une base, ici j'ai dit qu'on devait faire réagir l'acide d'un couple avec une base d'un autre couple, qu'est-ce qu'on va obtenir si on fait réagir l'acide d'un premier couple avec la base d'un deuxième couple? Ok. L'acide du premier couple, en réagissant avec cette base, il va se transformer en la base de son couple. Donc lui va se transformer en celui-là. Et celui-là va se transformer en celui-là. Ok. Donc quand on fait réagir l'acide 1 avec la base 2, on obtient la base 1 et l'acide 2. Et on va faire exactement la même chose pour cette réaction. Donc quand on fait réagir un acide, on a dit qu'on obtenait sa base. Donc la base conjuguée de AH. AH, c'est la manière générique d'écrire un acide faible. Ok. C'est pour ça qu'ici j'ai écrit AH. Et ici A-. Quand on fait réagir du coup AH, on va le faire réagir il va se transformer en A-, sa base conjuguée, la base du même couple. On ne peut pas avoir la base d'un couple qui n'a rien à voir ici. On a la base de ce même couple. On a dit qu'on faisait réagir un acide faible avec de l'eau. Mais attention, l'eau, on a dit tout à l'heure qu'elle appartenait à la fois à un couple en tant que base et à un couple en tant qu'acide. Mais si on veut qu'une réaction se fasse, il faut qu'il y ait un acide et une base qui réagissent. Donc si lui c'est un acide, et uniquement un acide, celui-là qui peut être à la fois acide et base, il va se comporter en tant que base. Donc si lui se comporte en tant que base, on va obtenir son acide, on est d'accord. Donc s'il se comporte en tant que base, c'est qu'il est à droite du slash, on va obtenir son acide. Son acide c'est H3O+, c'est la même chose que H+. Ok, on obtient bien ici H3O+. Ok, super.
Ce qu'il y a avant la flèche, on appelle ça les réactifs. Et ce qu'il y a après la flèche, on appelle ça les produits de la réaction. D'accord? C'est ce qui est produit. Ça, c'est ce qui réagit. Ça, c'est ce qui est produit. Super. Au début de la réaction, donc à l'instant 0, on n'a pas de produit. Parce qu'au début de la réaction, les réactifs n'ont pas encore réagi entre eux. Donc on n'a pas de produit. C'est pour ça que j'ai écrit un 0 ici, un 0 ici, à l'instant T0, au départ. L'eau, elle est toujours en excès. Pourquoi? Parce que les réactions, elles se font en solution aqueuse, donc dans de l'eau. Donc quand on parle de solution aqueuse, pardon, c'est que c'est dans de l'eau, donc l'eau prédomine. On a une quantité énorme d'eau, donc c'est jamais l'eau qui va s'arrêter en premier. Ok? Il y aura toujours de l'eau, donc c'est celui-là qui serait le réactif dit limitant, si la réaction était totale. On verra après qu'est-ce que c'est qu'une réaction totale. Du coup, initialement, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de produit, l'eau elle est en excès, et l'acide on a une certaine quantité. Donc là j'ai mis une concentration. On appelle ça la concentration 0. La concentration à l'instant 0 d'acide faible. Ok? Donc la concentration initiale. Qu'est-ce qui va se passer? Comme c'est la réaction de dissociation d'un acide faible dans l'eau, l'acide il va se dissocier. Ok? Donc s'il se dissocie, ça veut dire qu'il va en fait réagir. Mais il ne va pas réagir totalement. C'est pas tout l'acide qui va réagir. À la fin, on n'aura pas 0 ici. Qu'est-ce qui va réagir? Eh bien, un certain pourcentage de l'acide. On va prendre un exemple, ce sera plus parlant, et après je parlerai avec les lettres théoriques. Imaginons que cet acide, il va réagir à 20% avec l'eau. Il y a 20% de cet acide qui va se transformer en A- et en H3O+. Ça veut dire qu'il va rester 80%, on est d'accord? Et bien, si 20% de ce qu'on avait au départ réagit, c'est que le coefficient de dissociation de l'acide dans l'eau, donc ce alpha, il vaut 20. Pourquoi? Il vaut 20%. Parce que, imaginons qu'au départ, on ait 1 mol par litre en quantité initiale. Ok? On a 1 mol par litre. Et bien, ce C0, donc que j'ai mis ici, et bien si on a 1 mol par litre et qu'il y a 20% qui réagit, on va se retrouver avec quoi? Avec 20% d'une mol par litre. Ok? Donc 0,2. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester 80% d'une mol par litre. Ok? Donc 80%, qu'est-ce que c'est? C'est 1 moins les 20%. Donc 100 moins les 20% si vous préférez. Et il reste 80%. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Si 20% ont réagi, il reste bien 80% qui n'a pas réagi. Et bien, ce 20%, c'était ce qu'on appelle du coup le coefficient de dissociation de l'acide dans l'eau. Et on va le noter alpha. S'il y a 20% de base qui s'est formé, il y a aussi 20% de H3O+, qui s'est formé. Okay, parce qu'il n'y a pas de coefficient stoichiométrique ici devant. Si on avait un 2 ici, on aurait 2 fois plus d'H3O+, qui se serait formé. Ok? Et bien du coup, si on l'écrit de manière générale, pour tous les acides qui réagissent avec l'eau, et non pas uniquement pour cet exemple-là que j'ai pris, avec un coefficient de dissociation de 20%, donc de 0,2, et bien qu'est-ce que ça donne? Ça donne que au départ, du coup, on avait un C0, on avait une quantité initiale, une concentration initiale d'acide faible. Ce qui a été formé, ça va être alpha fois C0, ce coefficient de dissociation fois la concentration initiale d'acide qu'on avait. Pareil pour la concentration en H3O+. Et ce qui va rester en concentration ce qui va rester d'acide faible, et ben ça va être C0 fois 1 moins alpha. D'où le 80% du tout à l'heure. Okay, c'est ce qui reste de ce qu'il y avait au total. Au total, il y avait 1. On a enlevé ce qui a réagi en produit, et il reste du coup 1 moins alpha. Super. On se retrouve avec ça à l'équilibre. Okay, donc là, la réaction, elle est finie. Une réaction, elle ne va pas forcément s'arrêter quand on n'a plus de réactif. Ça, c'est quand une réaction est dite totale, mais ce n'est pas toujours le cas. On verra après dans quel cas ça l'est et dans quel cas ça ne l'est pas. Super. Et ben, juste petit rappel pour se remettre les idées au clair. Pourquoi on part dans tout ça? Déjà pour vous expliquer comment une réaction entre un acide et une base se passe, mais aussi parce qu'on voulait chercher comment est-ce qu'on a trouvé la carte d'identité de nos couples acide-base qui nous a permis de les classer en acide fort, spectateur, acide faible, spectateur, base forte. On en arrivait à là. On a fait réagir un acide avec de l'eau, on a obtenu la base conjuguée de l'acide et l'acide conjugué de l'eau qui est H3O+. Super. Quand ils réagissent ensemble, on se retrouve avec ça. Et bien comme toute réaction, et ben, cette réaction de dissociation d'un acide faible dans l'eau, elle a ce qu'on appelle une constante d'équilibre. Okay, une constante d'équilibre, et cette constante d'équilibre-là, elle est assez particulière, parce que c'est la constante d'équilibre de cette réaction précise qui nous permet de classer la force des acides, de trouver en classant la force des acides et des bases. Du coup, cette constante, comme elle est un peu particulière, on va l'appeler la constante d'acidité. Constante d'acidité, le Ka, d'où le pKa. Okay, on verra après comment le P, d'où sort le P. Donc, comme toute réaction, elle a une constante d'équilibre,
Et pour trouver la constante d'équilibre d'une réaction, une réaction quelconque, on prend une réaction entre A et B qui va donner C et D. Et ben, on va prendre la concentration des produits à la puissance C, C qui est le coefficient stoichiométrique devant l'espèce chimique C dans la réaction, fois la concentration en produit D puissance son coefficient stoichiométrique, et on va diviser par les concentrations des réactifs avec en puissance leur coefficient stoichiométrique. Super. Maintenant, si l'une des espèces est un solide ou est l'eau, eh ben on va mettre 1 comme valeur. Vous l'avez sûrement vu au lycée, ça. Parfait. Ok. Donc je vous ai dit que cette réaction, elle était particulière parce qu'on l'appelait le Ka, mais elle marchait de la même manière. C'était quand même une constante d'équilibre grand K. Du coup, pour trouver qu'est-ce qu'elle vaut, cette constante d'équilibre Ka, on va utiliser la même méthode que ça. On va prendre les concentrations des produits en haut, qu'on va diviser par les concentrations des réactifs en bas. Super, on va faire pareil. Bah, les produits, qu'est-ce que c'est? J'ai dit que les produits, c'était A-, donc la base faible A-, et H3O+. Super. Et ben, du coup, comme ils sont en produit, on va les mettre en haut. Donc la concentration 1- puissance 1. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien ici devant, donc on considère que c'est 1, fois la concentration en le deuxième produit qui est H3O+. Donc pareil, puissance 1 parce qu'on n'a rien devant. Super. Et on va diviser par les concentrations des réactifs. Bah, les réactifs, c'est quoi? C'est AH et H2O. Bah, AH, c'est un acide faible, on va l'écrire de telle manière, avec puissance 1, parce que on n'a pas, pas de nombre devant, donc le coefficient stoichiométrique est de 1. Et pourquoi est-ce que ici j'ai mis 1? Parce que je vous ai dit que quand on avait de l'eau ou un solide, on allait écrire 1. Ok? Donc ici on a écrit 1 là pour remplacer l'eau qui est en excès. Super. Et bien on va remplacer ces valeurs-là parce qu'on sait de ces valeurs-là. On sait que quand la réaction elle est faite, bah, la concentration à moins, qu'est-ce que c'est? Bah, ça va être alpha fois C0. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, alpha fois C0. La concentration en H3O+, à la fin de la réaction, c'est alpha fois C0. Bah, j'ai écrit alpha fois C0. Et maintenant, la concentration en acide faible, AH, c'est C0 fois 1 moins alpha. Donc C0 fois 1 moins alpha. Donc on se retrouve avec ça. Ok, on se retrouve avec ça. Mais maintenant, on va pouvoir essayer de simplifier. Si on simplifie, qu'est-ce que ça donne? On va pouvoir enlever un C0 en haut et en bas. Et qu'est-ce qui va rester? Bah, il y a 2 alpha en haut, on peut dire que c'est alpha au carré. Donc au final, on a une constante d'équilibre Ka qui va être égale à alpha au carré fois C0 divisé par 1 moins alpha. Super. Bon, ça, c'est notre constante d'équilibre. Et pour passer d'une constante d'équilibre à, donc d'un K à un pK, okay, on va voir avec le Ka et le pKa, mais il y a aussi le Ke et le pKe, il y a le Kb et le pKb, il y a bon, ça c'est pas un K, mais si, il y a le Ks et il y a aussi le pKs, du coup, on verra après ce que c'est. Et ben qu'est-ce qu'on fait? Ben, pour trouver le pK, on va faire moins log de K, ok? Donc le pKa, ça va être moins log de Ka, moins log de ce qu'on a trouvé ici. Donc imaginons qu'on ait fait cette réaction-là pour un acide dont on veut trouver le pKa, ok, on veut trouver le pKa d'un acide pour pouvoir le classer, pouvoir savoir son pKa est de combien, et par exemple savoir s'il est plus ou moins fort que ce couple acide-base ici, que cet acide-là de ce couple qui a un pKa de 11. Et ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire cette réaction avec l'acide qui nous intéresse. On va trouver ces valeurs-là de alpha et de C0, et on va pouvoir, une fois qu'on aura trouvé alpha et C0, bah, dire que le Ka il vaut telle valeur, parce qu'on pourra la trouver, et du coup que le pKa vaut moins log de la valeur qu'on aura trouvée. Ok? Et si du coup le pKa vaut moins log de Ka, si on veut faire l'inverse et trouver le Ka à partir du pKa, et ben en se débrouillant un peu avec les logs, et ben on va trouver que le Ka il vaut 10 puissance moins pKa. Ok, super. Super. Donc on a dit que le Ka il valait telle valeur. Donc ça, ce qu'on peut vous demander en exercice, ça va être quoi? Ça va être, on vous donne par exemple alpha et Ka, on vous demande de trouver C0. On vous donne alpha et C0, on vous demande de trouver Ka. Ok. Si un jour on vous demande de trouver alpha, alpha il n'est pas forcément, il n'est pas isolable là-dedans. C'est trop compliqué d'isoler alpha là-dedans. Donc ce qu'on va vous dire, c'est que on va supposer qu'alpha est très petit devant 1. Pourquoi est-ce qu'on va supposer qu'alpha est très petit devant 1? Pour pouvoir simplifier la formule. Si alpha est très petit devant 1, donc imaginons qu'alpha il vale 0,001. 1 moins quelque chose de très petit, 1 moins 0,001, ça va faire 0,9999. Ok? Donc c'est quelque chose qui est très proche de 1. Donc divisé par 1, c'est comme s'il n'y avait rien du tout. Donc si on a un alpha qui est très petit devant 1,
cette formule-là, on va pouvoir la simplifier en ça. Donc si alpha est très petit devant 1, on pourra la simplifier juste en ça. Pourquoi? Je le répète, parce que ce qu'il y a en bas, ça va disparaître. Vu que divisé par 1, c'est comme si on faisait rien du tout. Ok? Donc il va rester juste alpha carré fois C0. Donc K égale alpha carré fois C0. Et du coup, une fois qu'on a ça, bah, c'est facile d'isoler alpha. On va faire passer le C0 de l'autre côté. Donc on aura alpha au carré qui sera égal à Ka divisé par C0. Et une fois qu'on veut isoler alpha, bah, du coup on ne veut pas alpha carré, on veut alpha. Donc on va mettre une racine carrée à ce Ka divisé par C0. Ok? Donc alpha va valoir racine carrée de Ka sur C0. Parfait. Ok. Oui, et tout à l'heure, vous vous souvenez, on avait vu, on avait vu quoi? On avait vu que quand on faisait cette réaction, on trouvait une quantité, une concentration de H3O+, donc d'acide fort, qui est égale à alpha fois C0. Ok. Et bien là, on retrouve la formule du pH du lycée. Ok. La formule du pH du lycée, c'est quoi? Bah, au lycée, on vous a appris une seule formule pour le pH. On vous a dit que le pH d'une solution, c'était moins log de la concentration en H3O+. On verra après que c'est vrai, hein. Moins log mais qu'on va avoir d'autres formules en fonction de ce qu'on a dans la solution. Ok. Donc moins log de la concentration H3O+, bah ici, si on est dans un exercice qui vous parle de Ka, de alpha, de C0, donc qu'on est dans cette partie-là du cours, et, ben et qu'on vous demande de calculer le pH, et ben le pH, vous ne vous cassez même pas la tête, vous prenez moins log de H3O+, et comme vous aurez appris que la concentration H3O+, dans ce contexte-là, dans le contexte d'une réaction de dissociation d'un acide faible dans l'eau, c'est la concentration H3O+, elle est de alpha fois C0, et ben vous allez juste prendre le pH égale moins log de alpha fois C0. Et ça va vous faire gagner plein de temps et vous éviter de vous embrouiller vous-même. Ok. Ok. Ça j'ai dit. Ouais, on va juste faire un petit point calcul vite fait. Parce que vous n'avez pas de calculette au concours. Du coup, bah, en fait, il faut savoir calculer tête et connaître un peu les bases. Donc, si vous avez une puissance de 10 divisée par une autre puissance de 10, ça ne marche pas qu'avec les puissances de 10, hein, mais c'est surtout des puissances de 10 que vous verrez. Ça peut marcher avec des puissances de 4, de 8, de 6, de 7, peu importe. Du coup, une puissance de 10 sur une puissance de 10, et ben ça va faire 10 puissance a moins b. Donc l'exposant du numérateur divisé par l'exposant, enfin moins l'exposant du dénominateur. A moins b, ok. Si on multiplie maintenant des puissances de 10, on ne va pas les soustraire, on ne va pas soustraire les exposants, mais les additionner. Donc 10 puissance a fois 10 puissance b, ça va faire 10 puissance a plus b. Maintenant, la racine carrée de 10 puissance a, ça va être quoi? Ça va être ça va être égal à 10 puissance a sur 2. On va diviser l'exposant par 2 et on aura la racine carrée. Ok. Ça marche encore une fois, ça marche avec aussi d'autres avec tous les nombres en fait, mais je mets 10 pour vous simplifier, parce que si je mets une lettre, je sais que ça va vous embrouiller. Au moins vous le voyez. Maintenant, la racine carrée de a fois b, bah, c'est racine carrée de a fois racine carrée de b. Maintenant, les logarithmes. Il y a quelques logarithmes à connaître. Log de 1, ça fait 0. Log de 2, 0,3. Log de 3, 0,5. Log de 5, 0,7. Ok. Et après, avec ces règles-là, vous pourrez vous trouver d'autres logs si vous en avez besoin. Log de a fois b, bah, c'est log de a plus log de b. Ok. Maintenant, log de a sur b, bah, c'est l'inverse. C'est pas l'inverse, mais c'est du coup log de a moins log de b. Et log de 10 puissance a, ça fait a. Pourquoi? Parce que le logarithme et la puissance de 10 s'annulent en fait. Okay, donc si vous avez log puissance de 10, et ben ça s'annule. Donc si on a, on doit trouver le log de 10 puissance moins 14, et ben ça va faire quoi? Tac. Log de 10 puissance moins 14, et ben j'ai dit quoi? J'ai dit que les logs et la puissance de 10 allaient s'annuler, donc il reste juste le moins 14, donc le A en fait. Ok. Super. Tac. Et maintenant, on va passer à la partie 2 avec le pH et tous les calculs de pH du coup qui suivent. Du coup maintenant qu'on a vu ça, on va parler donc du pH. Donc qu'est-ce que le pH? Donc, on va partir du plus simple au plus compliqué. Le pH, c'est ce qui va permettre de mesurer l'acidité, la basicité d'une solution. Okay, une solution qui a un pH neutre, elle va être à pH 7. Okay, le maximum, ça va être le minimum, pardon, ça va être 0 et le maximum, ça va être 14. Ok, super.
Donc une solution qui a un pH de 3, eh ben, c'est une solution qui va être dite acide. Et une solution qui a un pH de 11, une solution qui va être dite basique. Ok. Pour calculer le pH d'une solution, eh ben, ce qui va nous intéresser, ça va être ce qu'il y a dans la solution. Et en fonction de ce qu'il y a dans la solution, on va pouvoir utiliser telle ou telle formule pour calculer le pH. Ok. Donc si on est dans une solution qui comporte uniquement un acide fort, par exemple du HCl, de l'acide chlorhydrique, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ben on va utiliser comme formule la formule que vous connaissez du lycée. Donc au lycée c'était moins log de H3O+, H3O+, qui est un acide fort, donc ça va être ici moins log de C, C qui est la concentration en acide fort. Ok. Maintenant, deuxième cas, on est dans une solution qui comporte uniquement une base forte, par exemple le NaOH. Ok. Et ben dans ce cas-là, la formule pour calculer le pH de cette solution, ça va être pH est égal à 14 plus log de C, log de la concentration en base forte. Super. Maintenant, imaginons parce que vous avez découvert qu'il y avait aussi des acides faibles et des bases faibles. On va beaucoup étudier ça. Donc, les acides faibles et les bases faibles, si on veut calculer le pH d'une solution d'acide faible, donc de l'eau avec un acide faible, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, dès que vous voyez le mot faible, donc acide faible ou base faible, eh ben, vous allez directement écrire 1,5 fois, entre parenthèses, pKa, et vous fermez la parenthèse après. Donc, que ce soit pour acide faible et base faible, vous voyez que ça a la même forme, la même structure. C'est pour ça que je l'ai mis en rouge, pour faciliter l'apprentissage de ces formules, parce qu'elles sont à apprendre. Maintenant, quand on parle d'un acide faible, bon, on a vu faible, donc on a déjà écrit ça. Et comme c'est un acide, eh ben on va écrire ce qu'il y a dans la formule de l'acide fort. Donc ça va être 1,5 de pKa, 1,5 fois pKa, moins log de C. Et on ferme la parenthèse. Ok. Pareil pour les bases faibles. On voit faible, donc on écrit 1,5 de pKa. Et on voit que c'est une base, donc on va écrire la formule qu'on a écrite pour une base forte. Donc ça va être 14 plus log de C. Donc 14 plus log de C. Super. Maintenant, si on est dans une solution qui ne comporte non pas un seul acide ou une seule base, mais un acide et une base, ou une espèce ampholyte ou amphotère. Je vous rappelle, une espèce ampholyte ou amphotère, c'est une espèce qui peut à la fois se comporter comme un acide ou comme une base. L'exemple, c'est l'eau, par exemple. Okay. Bon, prenons l'exemple de l'eau pour comprendre. Le pH, si on met juste de l'eau dans une solution, eh ben son pH, ça va être quoi? Ça va être 7. Est-ce que ça correspond, est-ce que ça marche avec, est-ce que cette formule, elle s'applique bien à l'eau? Bah, cette formule, elle nous dit que si on a une espèce amphotère, le pH, ça va être la moitié de la somme des pK. Donc on additionne les deux pK, on divise par 2. On additionne les deux pK, on divise par 2. Quel pK? Pourquoi il y a deux pK? Bah, ça va être les pK des deux couples impliqués. Okay. Une espèce amphotère, elle est acide dans un couple et base dans un autre. Ici, l'eau, on sait qu'elle est base dans le couple H3O plus H2O qui a un pKa de 0 et qu'elle est acide dans le couple H2O HO- et qu'elle a un pKa couple qui a un pKa de 14. On est d'accord. H3O plus H2O pKa 0, H2O HO- pKa de 14. On a dit que quand on avait une espèce ampholyte ou amphotère, pour calculer le pH, on allait faire la moitié des deux pK. On additionne les deux pK. Donc 0 plus 14, ça fait 14. On divise par 2, ça fait bien 7. Et on sait que l'eau a un pH neutre. Donc elle a un pH de 7. On le sait déjà ça. Super. Et la dernière formule du pH, ça va être quand on va être confronté à une solution tampon. Je vais vous expliquer après ce que c'est qu'une solution tampon. Mais du coup, la formule pour calculer le pH quand on est confronté à une solution tampon, c'est cette formule-là. Je l'explique en détail, parce que c'est un chapitre, de toute façon, solution tampon. Ok. Super, super, super. Ça, c'est une petite parenthèse, on va la voir après. C'est un peu juste du cours pour répondre à quelques questions de cours qui tombent de temps en temps. Mais c'est pas le point le plus important à comprendre. Là, vu que je suis parti dans ça, je vais d'abord expliquer ça. Ok. Donc, on va prendre un exemple. Imaginons qu'on ait un acide fort. On ne regarde pas encore ce qu'il y a à droite. Ok. On a un acide fort et une base faible. L'acide fort HCl, donc l'acide chlorhydrique, dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit que c'était un exemple d'acide fort à connaître. Et du coup, une base faible, je vous ai déjà dit que quand on voulait écrire de manière générique une base faible, on écrivait A-. Quand on voulait écrire de manière générique un acide faible, on écrivait AH. Super. AH qui est l'acide conjugué de A-, du coup. Les deux font un couple. On a dit tout à l'heure que une réaction acide-base se faisait entre un acide et une base, et que quand un acide réagissait, il allait se transformer en sa base. Et quand une base réagissait, on allait obtenir dans les produits son acide. Si on a un acide fort, on sait que la base conjuguée d'un acide fort est un non-spectateur. Le spectateur est une espèce spectatrice, ça va être l'eau, ok. Parce
parce que du coup, c'est comme si on avait le couple H3O plus H2O, H3O plus et l'acide fort, H2O et le spectateur, ok? HCl, donc l'acide chlorhydrique qu'on avait, en solution, c'est comme s'il se dissociait en H+, et Cl-. H+, qui est un acide fort, donc HCl est un acide fort. Et Cl-, c'est un non spectateur. Il ne va pas interagir avec le pH, ok? Donc on en revient à notre exemple. Pourquoi est-ce que je disais ça? C'était pour, quand on regarde pas ça, pour trouver qu'est-ce qu'on allait avoir dans les produits. On a un acide fort, on aura un spectateur. On a une base faible qui réagit avec l'acide, et ben on va obtenir son acide conjugué. Donc AH, ok? Super. Imaginons que à l'instant 0, on ait 2 moles, parce qu'on va parler en quantité de matière, ce que vous avez vu au lycée, c'est pour comparer les quantités de matière et les concentrations, imaginez un peu un verre, ok? Vous avez un verre, et vous allez mettre de la grenadine dedans, ok? Du sirop de grenadine dedans. La quantité de grenadine que vous avez mis dans ce verre, elle n'a pas changé, ok? Vous avez mis, imaginons, une quantité de grenadine de 1 mol, ok? C'est énorme, hein, mais on prend un exemple. 1 mol de grenadine. Maintenant, vous allez prendre ce verre et vous allez faire deux choses différentes avec ce verre. En gros, vous allez prendre 2 verres dans lesquels vous allez faire cette chose-là, ok? Dans le premier verre, vous avez mis une petite quantité d'eau. Et dans le deuxième verre, une grande quantité d'eau. Vous êtes parti avec la même quantité de matière initiale en grenadine, ok? Mais juste, vous avez rajouté plus ou moins d'eau, on est d'accord? Dans le premier cas, vous avez rajouté énormément d'eau, le verre, il va être clair, ok? Il va être clair, comme quand on a un verre de grenadine et qu'on ajoute énormément d'eau. Tandis que le deuxième verre, vous avez mis moins d'eau, il va être plus concentré, ok? Il va être plus concentré parce qu'on aura mis moins d'eau. Pourtant, on n'a pas touché à la quantité de matière. Qu'est-ce que je vais expliquer par là? Je vais expliquer la formule. C est égal à N sur V. Donc la concentration molaire est égale à la quantité de matière divisée par le volume. La quantité de matière, quand elle ne bouge pas, la quantité de matière elle ne bouge pas parce qu'on parle de ce même verre, Quand on met un volume plus important, imaginons que là on a mis, c'est faux, hein, mais on va dire qu'on a mis 2 litres ici et 1 litre en bas, ok? 1 litre en bas. Si on divise par 2, on va obtenir quelque chose de plus petit, donc une concentration plus petite, ok? Donc ce premier verre, il va être moins concentré, une concentration plus petite, que le deuxième, ok? 2 fois plus petite. C'est pour ça qu'on peut dire que notre verre de grenadine, il est concentré en grenadine, il est plus concentré quand on met moins d'eau, ok? Super. Et pourquoi on travaille en quantité de matière, donc en N, sur les quantités de matière en mol du coup? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que c'est beaucoup plus pratique. On n'a pas les soucis de volume. Imaginons qu'ici, on ait une certaine quantité de HCl et qu'on ajoute une base faible, mais qu'on ajoute cette base faible avec de l'eau, et la concentration en HCl va changer aussi, parce qu'on a ajouté de l'eau. Donc c'est un peu plus complexe. Donc toujours, quand on fait ce petit tableau, il y en a peu qui le font, et moi j'aime bien le faire, parce qu'on visualise mieux les choses, et c'est beaucoup plus simple après pour répondre aux questions, et ça va surtout vite. C'est pas hyper long, c'est pas si long que les gens pensent le dire, surtout à force d'en faire. Les quantités de matière, ça permet de ne pas tomber dans les pièges de volume, ok? Donc on passe toujours par les quantités de matière, et si à la fin on vous demande une concentration, vous aurez la quantité de matière, vous aurez le nouveau volume, vous pourrez trouver la nouvelle concentration, ok? Super. Donc imaginons qu'au départ on est HCl et A-, on a HCl et A-, donc qui donne H2O et AH, au temps 0, imaginons qu'on ait 2 moles de HCl et 1 mol de A-. L'eau, on a dit que c'était en excès, parce qu'on travaille en solution aqueuse. Et les produits, on a dit qu'on n'en avait pas. Les produits, initialement, à l'instant 0, on n'a pas de produits qui sont formés, puisque les espèces n'ont pas encore réagi. Quand on fait travailler une espèce forte avec une espèce faible, là, on peut dire que la réaction, elle est totale. Une réaction totale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une réaction qui va s'arrêter quand on aura un des réactifs qui ne sera plus là, ok? Donc quand le réactif qui est présent en la plus petite quantité, donc ici ça va être le A-, parce qu'on en a une seule mole comparé à 2 de HCl, quand l'acide faible, la base faible A- sera épuisée, la réaction va s'arrêter, parce qu'on n'aura plus les deux réactifs pour faire la réaction, ok? Et du coup je vous ai dit que la base faible allait être le réactif limitant, donc quand elle va s'arrêter, on n'aura plus de base faible. Donc quand la réaction s'arrête, on n'aura plus de base faible.
Et combien est-ce qu'il va rester de HCl? Bah, il y a une mole qui a réagi, parce qu'il y a il y avait une mole de base faible, et c'est lui qui est limitant. Donc il y a une mole qui a réagi, donc il va rester, donc, parmi les deux moles qu'il y avait au départ, il n'en reste plus qu'une aussi, parce qu'il y en a une qui a déjà réagi. On n'a plus de mole de base faible, et ce qui a été formé, bah, ça va être une mole. Pourquoi? Parce qu'il y a une mole qui a réagi, encore une fois. Ok. Et du coup, on se retrouve dans une solution où on a un acide fort et un acide faible. On est d'accord? Si on veut trouver le pH de cette solution, où on a un acide fort et un acide faible, bah, nous, dans nos formules, on n'a pas de formule où il est écrit acide fort plus acide faible. On est d'accord? On a acide fort, on a acide faible, mais on n'a pas acide fort plus acide faible. Et ça ne correspond pas à une espèce amphotère, parce que c'est pas la même espèce. Et une espèce amphotère, j'avais dit que c'était une espèce qui était à la fois acide et base. Ici, on a un acide et un acide. Donc, dans tous les cas, c'est pas dans ce cas-là. Donc, quand on est dans une situation où on a deux acides, un fort, un faible, ou même deux acides faibles, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va faire comme si il y avait uniquement l'acide le plus fort. D'accord? Bah, l'acide le plus fort parmi un acide fort et un acide faible, bah, ça va être l'acide fort. Donc, on va faire comme si on n'avait que une mole d'acide fort. Ok, super. Maintenant, attention, imaginons qu'on avait deux acides faibles ici. Et bien, la règle, c'est quoi? On fait comme si il y avait uniquement l'acide le plus fort. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit dans la première partie? J'ai dit que parmi deux acides faibles, l'acide le plus fort était l'acide dont le pK était le plus petit. Donc si on avait ces deux couples-là, et qu'on se retrouvait à la fin avec une mole de celui-là et une mole de celui-là, comment est-ce qu'on aurait fait? On aurait utilisé la formule d'un acide faible, certes, parce que les deux sont des acides faibles, mais pour savoir quel acide on allait utiliser, et donc quel pK utiliser, parce que dans la formule de l'acide faible, je suppose que vous ne la connaissez pas encore, hein, c'est normal, dans la formule de l'acide faible, on a le pK qui rentre en compte. Donc en fonction de si on choisit l'un ou l'autre, la formule va changer, on est d'accord. Et bien du coup, l'acide le plus fort, je vous avais dit que c'était l'acide dont le pK était le plus petit, donc ici ça aurait été l'acide 1, ok? On aurait utilisé dans la formule le pK qui est de 2. Super. Donc on va faire comme s'il y avait uniquement l'acide le plus fort, donc ici HCl, car c'est un acide fort. Un acide fort par définition est plus fort qu'un acide faible. Et du coup, la formule d'un acide fort, je vous la remets ici, acide fort, pH égale moins log de C, donc pH égale moins log de C. Super. Et ça, c'est ce que je vous ai dit à l'oral, j'avais oublié que je l'avais écrit. Si on était dans la même situation, mais avec deux acides faibles, pK entre 0 et 14, ça c'est la définition d'un acide faible, alors l'acide le plus fort serait l'acide du couple avec le pK le plus petit. Et dans nos exemples de tout à l'heure, ce serait l'acide 1, qui avait un pK de 2. Parfait. Ok. Deuxième exemple maintenant. Un exemple un peu plus long. Mais ça, c'est les exolimites les plus durs que vous pouvez avoir. Vous allez voir que c'est pas si dur que ça. Imaginons qu'on ait, du coup, un acide faible au départ, à l'instant 0. On a 2 moles d'un acide faible. On a 2 moles d'une base faible, la base conjuguée de l'acide faible. Ok. Et on a une mole d'un acide fort. Super. On n'oublie pas que une base faible et un acide faible et sa base conjuguée ne peuvent pas réagir ensemble. Pour qu'on ait une réaction acide-base, il faut un acide et une base de deux couples distincts. Ok? Donc la réaction, elle va se faire entre qui et qui, à votre avis? Bah, vous pouvez pas me répondre, mais la réaction, elle va se faire du coup entre l'acide fort, qui est dans un couple différent de cela, et du coup la base faible, parce qu'un acide réagit avec une base. C'est pour ça que j'ai souligné en rouge ici. Avant de voir ce que ça va donner, on va d'abord réfléchir à ce que ça va produire. L'acide faible, imaginons qu'il réagisse, il donnerait de la base faible, on est d'accord. La base faible, si elle réagit, elle va donner l'acide faible conjugué. Et l'acide fort ici, on se souvient, H+, appartient au couple H+, H2O. Okay, c'est l'acide fort du couple avec l'eau. Parce que j'ai écrit tout en haut que H+, et H3O+, c'était la même chose. Donc, si H+, il appartient au couple avec l'eau, et bien si H+, il réagit, il va donner sa base conjuguée, donc H2O. H2O qui est en excès. Je rappelle, les produits, on n'en a pas initialement. Et au départ, on avait cette quantité-là. C'est l'énoncé qui nous le dit. Du coup, ces deux-là vont réagir ensemble. Comme c'est un acide fort qui réagit avec une espèce faible, la réaction va s'arrêter quand l'un des deux sera épuisé. Donc c'est une réaction qui est dite totale. Et bien, lequel va s'épuiser en premier? C'est H+, parce qu'on en a une mole comparé aux 2 moles de base faible. Donc la réaction va s'arrêter quand on n'aura plus de H+. Si on n'a plus de H+, il va rester une seule mole de A-. Et la quantité de AH n'a pas bougé. Qu'est-ce que ça a produit cette réaction? Cette réaction, elle a produit une mole d'eau, mais l'eau était déjà en excès, donc on s'en fout un peu. Mais ça a produit aussi l'acide conjugué de cette base. Donc le AH, ça en a produit une mole. Le AH, il était aussi au début. Donc au total, qu'est-ce qu'on se retrouve?
on se retrouve avec quoi, pardon? Ça veut rien dire ce que j'ai dit. On se retrouve avec 3 moles d'acide faible, ok, ici, 3 moles d'acide faible, 1 mole de base faible qui n'a pas réagi parce qu'on n'avait pas assez d'acide fort. Et on se retrouve aussi avec quoi? Avec de l'eau en excès. Donc maintenant, si on veut trouver le pH de cette solution, bah pareil que tout à l'heure, on va réfléchir à quelle formule utiliser. Parmi toutes les formules de pH, dans quelle situation on se trouve pour trouver le pH. Bah ici, on a un acide faible et sa base conjuguée. On n'a jamais vu ça. On a vu acide faible, on a vu base faible, mais on n'a pas vu les deux ensemble. Un acide et sa base conjuguée à lui. Parce que si on avait un acide et une base, de deux couples différents, ils auraient pu réagir ensemble. Du coup, on aurait d'abord fait la réaction pour trouver le pH. Mais ici, c'est pas le cas. On a un acide et sa base conjuguée. Donc la base du même couple. Et bien, quand on est dans cette situation-là, quand on a un acide et sa base conjuguée, on appelle ça une solution tampon. C'est ça la solution tampon, c'est la dernière ligne du pH qu'on n'a pas traité tout à l'heure. Et on voit bien que dans cette formule-là, eh ben, on a le pKa du couple qui rentre en jeu, parce qu'on est dans une situation où on a deux espèces du même couple. Donc leur pKa, leur carte d'identité va nous importer. Et on a aussi les concentrations de l'un et de l'autre, donc de la base du couple et de l'acide du couple. Okay, et on retrouve le log, et comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas de calculatrice, donc c'est important de savoir maîtriser le logarithme. Ok, ok. Donc je vais lire ce que j'ai écrit. Donc, on a un acide et sa base conjuguée, donc on appelle ça une solution tampon. Ok. Du coup, le pH d'une solution tampon, c'est le pKa du couple plus le log de la concentration en base faible divisé par la concentration en acide faible conjugué. Donc ici, je prends un exemple pour qu'on puisse faire un calcul. Donc ici, si on dit que le pKa du couple acide-base, il était de 10. Ok, un pKa de 10, c'est bien un pKa qui est compris entre 0 et 14. Donc c'est bien un couple acide faible, base faible. On est d'accord? Super. Et bien du coup, si on utilise le pKa de ce couple dans la formule, ben on obtient quoi? On obtient le pH qui vaut le pKa, donc 10, plus log de la concentration en base divisé par la concentration en acide. Donc plus log de, et là j'ai mis 1 sur 3. Pourtant on n'a pas parlé de volume. Donc comment est-ce que je sais que ce rapport est bon? Et bien en fait, si c'est un rapport de concentration et un rapport de quantité de matière, c'est la même chose en fait. Parce que une concentration, je l'ai écrit tout à l'heure, c'était la quantité de matière divisée par le volume. Si on a une concentration divisée par une autre concentration, mais qu'on est dans le même récipient, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner Na sur le volume du récipient, divisé par Nb sur le volume de ce même récipient. Et en fait, les volumes vont s'annuler. Du coup, il va rester plus que Na divisé par Nb. Super. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pu directement écrire 1 sur 3. Pour répondre à cette question, on n'avait pas besoin des volumes. Pourquoi 1 sur 3? Parce que 1, ça va être la quantité de matière de base faible, et 3, ça va être la quantité de matière d'acide faible. Et dans la formule, on a bien la concentration en base faible sur la concentration en acide faible. Donc 10 plus log de 1 tiers. Tout à l'heure, on a vu quoi? On a vu que log de A divisé par B, c'était log de 1 de A, pardon, moins log de B. Donc ici, on aura log de 1 sur 3 qui est log de 1 moins log de 3. Donc log de 1, on avait dit que ça faisait 0, et log de 3, ça fait 0,5. Donc on se retrouve avec 10 moins 0, bah, ça fait 10, moins 0,5, ça fait 9,5. Donc le pH de cette solution est de 9,5. Ok, parfait, parfait, parfait. Ok. Donc là, c'était pour vous expliquer comment calculer le pH avec la formule d'une solution tampon. On va juste s'attarder un peu sur ce qu'est une solution tampon, et en particulier sur un cas précis de solution tampon. Ok. Donc une solution tampon, comme je vous l'ai dit, c'est une solution dans laquelle on a à la fois un acide et sa base conjuguée. Conjuguée parce qu'elle est dans le même couple. Ok. Donc ce couple aura un certain pKa, super. Je rappelle la formule du pH d'une solution tampon. Et à quoi ça sert une solution tampon déjà? Parce que ok, on parle de solution tampon, mais à quoi ça sert? Ça sert à atténuer les attaques, entre guillemets, d'acidité, de basicité. Ça veut dire que si on met une solution tampon, si on ajoute un peu d'acide ou un peu de base, le pH va rester stable. Ok, ça va atténuer les attaques d'acidité, de basicité. Dans notre sang, par exemple, on a plusieurs systèmes tampons. On va voir dans la partie 2 de système tampon d'ailleurs. À quoi vont servir ces systèmes tampons dans le sang? Bah, ils vont permettre que si on ajoute un peu d'acide ou un peu de base, le pH du sang, il va rester très stable. Et ça, c'est très important parce que, à titre d'exemple, si le pH sanguin il descend en dessous de 7, eh ben c'est un pH qui n'est même plus compatible à la vie. Okay,
Si le pH et le pH sanguin, il doit être compris entre 7,38 et 7,42. Donc c'est une fourchette très fine, on est d'accord. Du coup, il y a plein de systèmes tampons qui vont permettre d'atténuer les attaques en fonction de si on ajoute un peu d'acide ou un peu de base dans le sang, en gros. Ok. Mais on va le détailler dans la partie 2 de système tampon de toute façon. Et du coup, cette capacité à atténuer les attaques d'acidité et de basicité, pardon, eh ben, il y a deux paramètres qui vont permettre de la mesurer, cette compétence. Ce qu'on appelle le pouvoir tampon et ce qu'on appelle la capacité tampon. Ok. Le pouvoir tampon, sa formule, ça paraît, c'est des questions qu'on peut poser. On vous met une solution tampon, ou alors vous venez à trouver une solution tampon, on vous demande quel est le pouvoir tampon de la solution. Et bien, le pouvoir tampon de la solution, ça va être quoi? Ça va être, donc, le pouvoir tampon, il va être égal à 1,15 fois la concentration. Et la capacité tampon, B, elle va être égale à quoi? À 1,15 fois N. Et comme on sait que N, c'est C fois V, et ben en fait, on retrouve que si on nous a demandé de calculer le pouvoir tampon et qu'après on nous demande de calculer la capacité tampon, et ben on peut juste prendre le pouvoir tampon qu'on vient de calculer et le multiplier par le volume de la solution. Ok? Truc important, ça peut un peu vous perturber, mais quand on prend la formule de la capacité tampon, on se retrouve avec 1,15 fois N. N, c'est la quantité de matière. On reprend notre exemple de grenadine. Si on a mis une certaine quantité de sirop de grenadine, on a une certaine capacité tampon, ok, dans notre exemple, eh ben, on a beau ajouter autant d'eau qu'on veut, on aura toujours la même quantité de grenadine dans notre récipient, on est d'accord. Du coup, la capacité tampon, important pour des questions de cours qui sont posées sur ça, elle ne dépend pas du volume. On peut ajouter autant d'eau qu'on veut à notre verre de grenadine. La quantité de sirop de grenadine qu'on aura mis au départ, elle ne va pas varier. Okay. Les unités, pareil, c'est important à connaître. Un peu chiant, mais important à connaître. Les unités du pouvoir tampon, c'est les équivalents par litre par unité de pH. Et l'unité de la capacité tampon, c'est les équivalents par unité de pH. On retrouve, pareil dans les unités, qu'il n'y a pas les litres qui apparaissent. D'où le fait que ça ne dépend pas du volume. Truc, je sais que quand vous sortez du lycée, vous n'êtes pas trop familier avec ça. Le fait d'écrire -1 ici. Quand on parle, par exemple, de mol par litre, vous l'écrivez comme ça. Eh bien, l'écrire comme ça, c'est exactement la même chose que l'écrire comme ça. Mol, litre, -1. Ok. Donc quand vous voyez équivalent litre -1 unité de pH, c'est la même chose que d'écrire équivalent par litre par unité de pH. Unité de pH. Ok. Super. Ok. Tac. Donc toute solution tampon, pardon, c'est une solution où on a un acide et sa base conjuguée. Je me répète parce que c'est important, c'est la répétition qui fait l'apprentissage. Et tout à l'heure, on a vu que il ne fallait pas forcément que les deux soient en même proportion. On est d'accord. Ici, on avait 3 fois plus d'acide que de base. Mais si on se retrouve dans un cas où on a autant d'acide que de base, donc si on avait ici 2 et 2 par exemple, c'est un cas particulier. C'est le cas où on a autant d'acide que de base conjuguée. On a la même concentration en acide faible que de sa base conjuguée. Alors, on va parler de solution tampon, toujours, parce qu'on a un acide et sa base conjuguée, mais de solution tampon de pouvoir tampon maximal. D'accord? C'est un cas particulier de solution tampon. Et pourquoi c'est un cas particulier de solution tampon? Parce que je vais vous montrer, avant de vous parler de ça, je vais vous montrer comment on l'obtient directement. Ça reste une solution tampon. Donc si on veut calculer le pH, on va utiliser cette formule-là, on est d'accord. Donc pH égale pK, ok, on prend le pK du couple. Mais maintenant, on sait qu'on a autant d'acide que de base. Donc, imaginons qu'on en ait 2 moles par litre et 2 moles par litre. 2 sur 2, ça fait 1. Log de 1, ça fait 0. Donc cette partie-là de la formule, elle va disparaître. Donc quand on est dans le cas d'une solution tampon de pouvoir tampon maximal, le pH va être égal au pK. Donc, si vous voyez 2 et 2 ici, vous savez, et qu'on vous demande le pH, il n'y a pas besoin de rentrer dans des calculs compliqués, vous prenez le pK du couple qui sera dans l'énoncé, et du coup, vous ferez juste le pH, il vaut le pK du couple, tout simplement. Ok? Donc le pH vaut le pK du couple quand on est dans une solution tampon de pouvoir tampon maximal. Comment on obtient une solution de pouvoir tampon maximal? Parce que ça, c'est des questions qu'ils aiment énormément poser. Il y a toujours des questions comme ça, parce que ça mélange les calculs du pH, le cours de solution tampon, donc il faut un peu... Enfin, c'est pour ça que je fais les deux cours ensemble, d'ailleurs. Parce que c'est des choses qui sont liées à l'examen, au concours, pardon. La première manière, la plus simple, imaginons qu'on ait une mole d'acide faible
Et ben, si on ajoute une mol de base faible à la solution, ben on a autant d'acide faible que de base faible, donc on est dans une solution tampon de pouvoir tampon maximal, la plus simple. On a une mol, on sait qu'on a une solution de pouvoir tampon maximal quand on a la même quantité des deux, on va ajouter une mol, tout simplement. Mais la deuxième manière, elle est un peu plus complexe, mais il n'y a pas grand chose de compliqué. C'est un pattern que vous allez voir et revoir et revoir, donc ça va devenir de plus en plus simple de toute façon. Imaginons qu'on ait un acide faible, là j'écris plus acide faible, acide fort, base forte, parce que la force vous allez comprendre. Donc on a un acide faible et on a 2 moles d'acide faible. On va mettre une base forte, ok? H- c'est une base forte, c'est la base forte qui est conjuguée à l'eau, dans le deuxième couple de l'eau, ok? Qui est un pK de 14 d'ailleurs. On a une seule mole de base forte. À T0, au début de la réaction, on n'a pas de produits qui sont créés, et l'eau on l'a en excès parce qu'on est en solution aqueuse. Super. Comme c'est une base forte et un acide faible, une espèce forte et une espèce faible vont réagir totalement. Ok, la réaction sera totale, elle va s'arrêter quand l'un des deux ne sera plus présent. On est d'accord? Celui qui va disparaître en premier, ça va être le H-, la base forte. Donc on a une mole qui va réagir, qui va former une mole. Ici on n'en aura plus, parce que c'est le réactif qui est dit limitant. Et il restera une mole d'acide faible. Et on se retrouve avec quoi? Avec une mole d'acide faible, une mole de base faible. Donc on a autant d'acide faible que de sa base conjuguée. On est bien dans le cas d'une solution tampon de pouvoir tampon maximal. Si je vous dis que le pKa de ce couple il vaut 5, combien est-ce qu'il vaut le pH? Il vaut 5 également. Parce que le pKa dans une solution de pouvoir tampon maximal, le pH est égal au pKa. Super. Ok, donc ça marche avec quand on a 2 fois plus d'un acide faible et d'une base forte, mais ça marche inversement quand on a 2 fois plus d'une base faible avec un acide fort. Donc ça aurait marché si par exemple, je le fais rapidement, si on avait, on va écrire plus petit, si on avait du coup une base faible qui réagissait avec un acide fort, qu'est-ce que ça aurait donné? Ça aurait donné l'acide conjugué de cette base, donc AH, et la base conjuguée de cet acide qui est l'eau, ok, l'eau qu'on a en excès. Ok. Au départ, donc je vous ai dit quoi? Si on a 2 fois plus du coup de base faible que d'acide fort, au départ on n'a pas de produit. La réaction est totale parce qu'on a une espèce forte et une espèce faible. Elle va s'arrêter quand on n'aura plus de H3O+. Il y aura combien de moles qui auront réagi? Il y aura une mole qui aura réagi. Donc on aura une mole de produit. Et il restera une mole des deux. On se retrouve encore dans une situation où on a autant d'acide faible que de sa base conjuguée. Et donc une solution de pouvoir tampon maximal. Et donc le pH de la solution sera égal au pK du couple. Super. Ok. Tac, tac, tac. Et on a pris un exemple. Enfin, j'ai pris un exemple. Je vous donne un couple acide-base qui a un pK de 9,2. Ok. Ce couple, c'est quoi? Ça, c'est l'acide du couple. Pourquoi? Parce qu'il est avant le slash. On le dit en premier. Je rappelle, tout en haut, à gauche, quand on a commencé, j'ai dit que à gauche du slash, c'était l'acide et à droite du slash, c'était la base. Ok. Tac. On a un couple qui a un pK de 9,2. Super. Et on a une solution de 2 litres. Donc, on a un volume de 2 litres. 2 litres de NH4+, à concentration. Quand je m'entrecrochet, ça veut dire de concentration en NH4+. Ok. Et ce grand M, parce que c'est vrai que ça on ne voit pas au lycée non plus, ce grand M, c'est la même chose que de dire mol par litre. Et je vous l'ai déjà dit, mais mol par litre, il peut aussi s'écrire comme ça. On écrit grand M pour simplifier l'écriture et gagner du temps. Donc vous verrez grand M écrit, donc au moins vous savez. On a une solution de 2 litres de concentration de NH4+, de concentration 10 moins 3 mol par litre. Et on va ajouter 1 millimol de NaOH. NaOH, tac, ça va tilter dans vos têtes, c'est une base forte. Ok. NH4+, c'est un acide faible, NaOH, c'est une base forte. Ok. Quel est le pH de la solution obtenue? Déjà, pour pouvoir faire le tableau, moi j'ai dit que ce tableau, on travaillait en quantité de matière. Ok, on a une quantité de matière, parce que c'est des moles, on a une quantité de matière de NaOH, mais on n'a pas de quantité de matière de NH4+. Pour trouver la quantité de matière de NH4+, N, c'est égal à C fois V. Ok. Donc C, c'est la concentration, elle est de 10,3 mol par litre. Et V, c'est le volume en litres, qui est de 2. Donc on va faire 10 moins 3 fois 2. 2 fois 10 moins 3, ça fait, donc 2 fois 10 moins 3 mol, ça fait 2 millimoles. Ok. Je referai un petit tableau avec les puissances de 10 à quoi ça correspond. 10 moins 3, c'est milli, 10 puissance 3, c'est kilo, etc.
Donc maintenant qu'on a des quantités de matière, que ce soit pour le NH4+, donc l'acide faible, et le NaOH, donc la base forte, on va pouvoir écrire notre petit tableau. Parce que pour trouver le pH, il faut d'abord faire réagir les espèces qui sont là, si elles réagissent entre elles. Ok. Donc, on écrit NH4++ H au-. H au-, pourquoi? Parce que c'est... regardez. Je l'ai écrit ici. NaOH, c'est comme si on avait Na+, donc qui est un ion spectateur, et H au-. H au-, c'est la base forte. Ok. Donc NaOH, c'est une base forte. Super, super, super. Tac. Ok, donc on a un acide qui réagit avec une base. Qu'est-ce que ça va obtenir? Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner la base conjuguée de cet acide. Donc la base conjuguée, c'est celle qui est dans le couple avec l'acide. Donc c'est NH3. Donc on aura NH3 et l'acide conjugué de cette base. L'acide conjugué de H au-, c'est l'eau. La base forte, c'est l'eau. Ok. L'eau qui est en excès. Les produits, on n'en a pas au départ. Et au départ, du coup, on a trouvé qu'on avait 2 millimoles de NH4+, et 1 millimole de H au-. Est-ce que ça vous rappellerait pas quelque chose? On a 2 fois plus d'acide faible que de base forte. Et bien en fait, ça va exactement être le même pattern que ce qu'il y avait ici. On a 2 fois plus d'acide faible que de base forte. On fait la réaction. Donc on a une espèce forte et une espèce faible, donc la réaction va être totale. Elle va s'arrêter quand on n'aura plus l'un des deux réactifs. Le réactif limitant, ça va être H au-, parce qu'on en a moins que le NH4+. Donc on aura 0 ici, il y a une mole qui aura réagi, une millimole qui aura réagi. Donc on aura une millimole de formée, et il va rester ici une millimole de NH4+. Super. Donc on se retrouve avec une solution comprenant autant d'acide que de sa base conjuguée. On est d'accord. NH4+ et NH3 sont acides et bases conjuguées, vu qu'elles sont dans le même couple. Et on en a autant de l'un que de l'autre. On est donc face à une solution de pouvoir tampon maximal. Et donc, le pH de la solution, directement, si on nous demandait le pH, comme on nous a demandé le pH, pas besoin de faire des calculs, le pH de la solution est égal au pKa du couple, et le pKa du couple, on avait dit qu'il était de 9,2. 9,2, je l'ai écrit ici. Ok. Donc on a trouvé le pH de la solution. On a fini la question. Super. Tac. Comme toute réaction, que ce soit les réactions acide-base ou les réactions redox, donc oxydoréduction, c'est un autre chapitre. Comme dans toute réaction, on peut faire des dosages. Ok. Dosage, titrage, c'est la même chose. Et pour en faire, il faut que la réaction en jeu soit totale. Je vais parler de réaction totale quand on parlait d'un acide fort et d'une base faible, ou d'une base forte et d'un acide faible. On va voir, de manière générale, comment est-ce qu'on peut trouver qu'une réaction est totale. Une réaction est totale quand il y a une assez grande différence de force entre l'acide et la base. C'est pour ça que quand on parle d'acide fort et de base faible, on dit que la réaction est totale puisque l'un est fort, l'autre est faible. Okay. Mais la réaction, elle va être totale si on a une différence de pK supérieure ou égale à 4. Donc on peut faire une réaction totale entre un acide faible et une base forte en fait. Entre un acide faible et une base faible. Il suffit juste que la différence de pK soit supérieure ou égale à 4. Okay. Donc si on prend les deux couples acide-base de tout à l'heure, en théorie on pourrait faire un dosage entre cet acide-là et cette base-là. Pourquoi? Parce que la différence de pK elle est de 11 moins 2, ça fait 9. 9, c'est bien supérieur à 4. Parfait. Donc, soit une différence de pK supérieure ou égale à 4, ou alors une différence de Ka supérieure ou égale à 10 puissance 4. On a vu tout à l'heure comment passer de l'un à l'autre, c'est avec le logarithme. Ok. Super. Donc, c'est constante d'équilibre. Imaginons qu'on ait une différence de constante d'équilibre. Je vais l'écrire... Non, qu'on ait une réaction. On a une réaction... Est-ce que j'ai fait le dessin de la réaction ou pas? Ouais, ici. On a une réaction entre un acide et une base. Donc ça va donner la base conjuguée du premier acide et l'acide conjugué de la deuxième base. Super. Le sens qui va vers la droite, on appelle ça le sens spontané. Le sens 1, le sens spontané. Le sens qui va vers la gauche, c'est le sens 2, le sens dit non spontané. Ok. Si on calcule le K, donc la constante d'équilibre de la réaction, c'est pas le Ka. Le Ka, c'était tout à l'heure quand on faisait réagir un acide avec de l'eau. Ok. Et si on parle du K, le K de cette réaction, la constante d'équilibre de cette réaction, je rappelle pour la calculer comment on fait, on prend les concentrations des produits qu'on multiplie entre elles et on divise par les concentrations des réactifs. Super. Si on prend la constante de cette réaction et qu'on trouve que cette constante elle est égale à 1, et bien ça veut dire que la réaction elle est à l'équilibre. Okay, la réaction elle va ni avancer dans le sens 1 ni dans le sens 2.
Elle va ni aller vers la droite ni aller vers la gauche. Elle est déjà à l'équilibre. Donc les quantités de chaque chose ne vont pas bouger. Maintenant, si on trouve une constante d'équilibre, donc un K, donc qui est dite constante d'équilibre, donc c'est elle qui va déterminer si la réaction elle est à l'équilibre ou non. Bah, cette constante d'équilibre, si elle est supérieure à 1, c'est que la réaction elle va aller dans le sens 1, donc dans le sens spontané. Elle va former les réactifs qui sont à droite. Si elle est inférieure à 1, elle est dans le sens 2, dans le sens non spontané. Donc la réaction elle va aller vers la gauche, elle va former ce qui est à gauche, et du coup ce qui est à droite ça va diminuer en quantité. Maintenant, si cette constante elle est supérieure ou égale à 10 puissance 4, et ben ça veut dire que la réaction elle est non seulement spontanée donc elle va vers la droite, elle va dans le sens 1, mais en plus de ça elle est totale. Donc ça veut dire qu'elle va s'arrêter quand on n'aura plus l'un des deux réactifs qui est à gauche. Et inversement, si la réaction elle a une constante d'équilibre qui est inférieure à 10 puissance moins 4, alors dans ce cas-là, la réaction elle va être totale, mais dans le sens 2. Donc vers la gauche, elle va s'arrêter quand on n'aura plus l'un des deux ici. Okay, plus soit l'un, soit l'autre. Ok, ça vous le verrez dans plein de choses, même en thermodynamique ou dans d'autres chapitres de biophysique. Ok. Donc, qu'est-ce qu'un dosage? Je prends un exemple. En fait, un dosage, c'est quoi? On a un récipient, on sait qu'on a un acide faible dedans, ok, mais on ne sait pas, on a combien de concentration de cet acide faible. On va chercher à doser, à savoir quelle est la concentration de cet acide faible. Et bien pour ce faire, on va s'aider de notre ami qui est une base forte. Pourquoi on prend une base forte directement? Comme ça, on sait que la réaction elle est totale. Ok, parce que pour faire un dosage, on a dit que l'une des conditions était que la réaction soit totale. On prend une base forte dont on connaît la concentration et on va aussi connaître le volume. Pourquoi est-ce qu'on va connaître le volume qu'on verse? Parce que on met dans une... Ça, vous l'avez déjà fait au lycée en TP, hein, si vous avez l'aspect physique. Mais du coup, on prend une base forte dont on connaît la concentration, on connaît le volume parce qu'on va savoir combien est-ce qu'on a versé. Et le récipient en bas, on ne connaît pas cette concentration, mais on peut mesurer un volume. On sait mesurer un volume avec un Erlenmeyer ou que sais-je. Et du coup, la réaction qui va se produire, ça va être la réaction entre qui et qui? Entre l'acide faible qui est dans le bécher en bas et la base forte qu'on verse en haut. Donc ça va être une réaction entre un acide faible et une base forte. Donc ça va donner la base conjuguée de l'acide faible et l'acide conjugué de la base forte qui est l'eau. Ok, je me répète parce que les réactions c'est un peu toujours les mêmes. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que quand on va faire tomber de la base forte dans le bécher en bas, la base elle va réagir avec l'acide faible. Donc on n'en aura pas en fait dans le bécher. Elle aura réagi, elle aura formé de la base faible. Ok, donc on enverse jusqu'à ce que en fait toute la base, la base forte elle fait réagir tout l'acide faible. Donc jusqu'à ce qu'on ait plus d'acide faible en fait. Et une fois qu'on n'a plus d'acide faible, qu'est-ce qui va se produire? Ça veut dire que dans la solution, à l'instant où on n'a plus d'acide faible, on aura uniquement de la base faible. Pourquoi? Parce que c'est de la base faible qui est formée par cette réaction. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'acide de base forte ici? Parce que justement, la base forte, elle est là uniquement pour faire réagir l'acide faible. Donc à chaque fois qu'on l'a versée, elle disparaissait. Donc à la fin, quand on a fait réagir tout l'acide faible, la base forte, si on continue à en verser, on en retrouvera dans le bécher. Mais si on s'arrête pile à l'équilibre, à l'équivalence, si on s'arrête pile à l'équivalence, on n'aura pas d'acide, on n'aura pas de base forte, pardon. Je commence à pas fatiguer. Ok. Et du coup, si on veut chercher le pH à l'équivalence, le pH à l'équivalence, ça va être quoi? Si on a fait réagir un acide fort et une base faible, on a trouvé qu'on allait former de la base faible, un acide fort et un acide faible, pardon, et une base forte, on a trouvé qu'on allait former de la base faible, et donc ce qu'on aura dans la réaction à l'équivalence, ça va être uniquement de la base faible. Et le pH à l'équivalence, du coup, ça va être le pH d'une base faible, tout simplement. Je rappelle, quand on voit faible, on va écrire déjà 1,5 de pK. Et ensuite, comme c'est une base, on prend la formule du pH d'une base forte. Le pH d'une base forte, c'est 14 plus log de C. Du coup, on l'ajoute dans la parenthèse. Et on a la formule pour le pH d'une base faible. Ok. Et oui, pareil, ça c'est pour les questions de cours. Si on doit choisir un colorant pour suivre un dosage, on va prendre un colorant dont le pK, donc le pK du colorant, il va être compris entre le pH à l'équivalence moins 1 et le pH à l'équivalence plus 1. Je rappelle que le pH à l'équivalence, là on l'a trouvé avec cette formule pour ce dosage. Si c'était un dosage et qu'on avait une base faible en bas et qu'on avait du coup un acide fort en haut,
la formule pour calculer le pH et l'équivalence, bah, si on avait base faible ici, acide fort ici, ça aurait formé de l'eau et un acide faible. Du coup, on aurait utilisé la formule du pH d'un acide faible. Je rappelle la formule du pH d'un acide faible. On voit faible, donc c'est 1,5 de pKa, et c'est un acide, donc on va ajouter moins log de C. Okay, C qui est la concentration ici, la concentration en base faible qui est produite. Okay, super. Ok, donc ça je vous ai expliqué, c'est pour le cours. Ok, et dernière chose, j'ai un exemple ici. Un exemple qui... Enfin d'abord je vous explique ça. Imaginons qu'on soit dans le cas d'une solution tampon. Ok, on a un acide faible et une base faible. Si on est... qu'on a exactement autant d'acide faible que de base faible, je vous ai dit que on était dans le cas d'une solution tampon de pouvoir tampon maximal. Et que le pH était égal au pK. Maintenant, imaginons que dans cette solution, on ait énormément plus d'acide faible. Si on a énormément plus d'acide faible, eh ben la solution elle va pencher vers la gauche. Okay, et à partir du moment où le pH de la solution est inférieur au pKa-1, donc le pK c'est quand les deux sont en même quantité, quand il est inférieur à pKa-1, eh ben on va dire quoi? On va dire que l'acide prédomine. C'est-à-dire qu'on va faire comme s'il n'y avait que l'acide dans la solution. Okay, donc c'est comme si c'était même plus... En fait, c'est même plus une solution tampon. Okay, et quand on a pK au-dessus de pKa plus 1, c'est que la base prédomine. Ok. À quoi ça sert? En fait, il y a des exercices, on va vous parler d'acide aminé. Un acide aminé, c'est une espèce chimique c'est une molécule en fait, qui est à la fois acide et base. Okay, elle a une fonction acide et euh, euh, une fonction acide carboxylique et une fonction amine. Du coup, c'est une espèce en fait qui comporte deux couples acide-base en elle-même. Okay, le premier couple, ça va être l'acide carboxylique, donc COH, CO-. Vous n'avez pas à prendre CPK. Hein. Et le deuxième couple, c'est NH3+, NH2. Super. C'est deux couples deux couples acide-base faibles. Okay, acide faible, base faible, acide faible, base faible. Pourquoi? Parce que le pK est compris entre 0 et 14. Encore une fois. Et ce qu'on va vous demander, on va vous dire, ok, j'aimerais savoir, en gros, ça va être des affirmations, et on va vous dire vrai ou faux, cette affirmation, ça va être en gros comme des vrais ou faux. On va vous dire, à pH 7, l'acide aminé est sous forme COOH NH2. Comment est-ce que vous allez trouver ça? En fait, moi, je fais une frise. Je fais un peu comme une frise du pH, donc pH 0, pH 14 ici. J'écris le pH neutre qui est à 7, ok. Et maintenant, je vais placer les pK. Je prends le pK du premier couple, qui est de 2,3, et je vais faire un petit trait en pointillé à 1,3 et à 3,3. Pourquoi? Parce que je sais que avant 1,3, c'est l'acide qui prédomine, et après 3,3, ça va être la base qui prédomine. Okay, et entre les deux, je ne peux pas dire que l'un ou l'autre prédomine, les deux cohabitent. Okay, les deux coexistent. Et je sais même qu'à 2,3, on a autant de l'un que de l'autre. Super. Je fais ça donc vers le haut pour le premier couple, et ça vers le bas pour le deuxième couple. Pourquoi? Parce que ça me permet de visualiser les deux choses sur la même frise. Les deux couples acide base sur la même frise. Donc le deuxième couple, il a un pK de 9. Donc j'écris 9 ici, je descends. Je fais une ligne en pointillé à 9 plus 1, donc 10, et à 9 moins 1, donc 8. Et j'écris que ici, c'est l'acide qui prédomine, et ici, c'est la base qui prédomine. Ok? Super. Donc maintenant, je peux répondre aux questions. Si on me demande pH égale 7, l'espèce l'acide aminé est sous forme COHNH3+, c'est faux. À pH 7, l'acide aminé est sous forme COO-NH3+. Ok, et ça permet de voir la réponse aux questions directement. Donc je trouve ça beaucoup plus facile. Et de toute façon, vous le verrez dans les annales dans les vidéos annales corrigées avec le drive. Ok. Donc j'espère que vous avez bien compris tout ça. Et petite surprise, et ben cette partie-là, je la traite pas aujourd'hui. Cette partie-là, elle sera dans le drive. Donc si vous avez compris ce que j'ai expliqué là depuis tout à l'heure, ben, n'hésitez pas à me contacter sur Insta, où il y a mon numéro sur le flyer. Vous remplissez le Google Form, sinon, tout simplement, qui est dans ma bio sur Insta. C'est un questionnaire, il y a 5-6 questions. Je demande votre nom, numéro de téléphone, pour pouvoir vous contacter. Et je vous réponds dans les 24 heures. J'essaie de répondre au plus vite. Si je peux répondre directement, je réponds directement. Et je vous envoie un message, du coup, pour savoir comment est-ce que vous avez connu le drive, pour l'histoire du parrainage, savoir si vous êtes intéressé pour le prendre. Et puis pouvoir convenir d'un rendez-vous
pour pouvoir vous le donner sur place. Parce que là, à partir de du coup samedi, le drive sort. Donc j'ai déjà quelques rendez-vous où je vais vous rencontrer, vous donner l'accès au drive, vous allez procéder au paiement du coup, et vous placer dans le serveur Discord et puis répondre à vos petites questions si vous en reste. Donc voilà, j'espère que le cours était clair. Vous allez faire exploser la barre de pouces bleus. Et puis voilà, hein, on se retrouve de toute façon sur Insta. Sur YouTube, je vous mettrai sûrement d'autres petits trucs. Et puis voilà, bon courage et bonne fin de vacances à vous.